Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Tout de suite les titres. Les travaux de vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, à l'organisation, au fonctionnement des comités provinciaux et locaux ont été lancés ce mardi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces assises ont pour but d'orienter et canaliser les interventions policières dans le strict respect. Et puis, résorber le déficit alimentaire en RDC, mais aussi dans le monde. Israël se dit prêt à partager son expertise agricole avec la RDC. C'est ce qui ressort des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et la directrice de l'Agence israélienne de développement à Tel Aviv. Enfin, c'est une étape importante dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Le ministre de la Santé vient d'acquérir un don d'équipement de l'OMS pour un montant total de 255 millions de dollars américains, ce qui va permettre d'accéder dans les zones les plus reculées du pays. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue dans ce journal. Israël se dit prêt à partager son expertise agricole avec la RDC pour valoriser ses 80 millions d'hectares de terres arables pour résorber le déficit alimentaire en RDC, mais aussi à travers le monde. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu des échanges avec la directrice de l'Agence israélienne de développement à Tel Aviv, nous dit Anim Balaka et Guy Kitoko. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Machav. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Machav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs, en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. À travers ces échanges, Vital Kamerhe a posé les bases d'un partenariat entre la RDC et Israël qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise israélienne dans des domaines stratégiques comme l'agriculture et la haute technologie. La gouvernance sécuritaire à la base, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières y tient. Ce mardi, Jacquemin Chabani a procédé au lancement de la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Un reportage de Fifi Mukundi et Bobo Anan. Matadi, ville portuaire, a offert son hospitalité légendaire au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemin Chabani. Après un trajet de près de 360 km, le patron de la sécurité nationale et de la territoriale a reçu des honneurs avant de passer les troupes en revue. Ensuite, il a été accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, en présence des autorités politico-administratives ainsi que les gardiens des terres et de coutumes. L'agenda de sa mission prévoit déjà de lancer ce mardi La province du Congo central est la deuxième province après Kinshasa par sa position stratégique
en tant que principal point d'entrée maritime du pays qui doit jouer un rôle crucial dans la politique de sécurité et de gestion territoriale. Sachez également que l'Union européenne réaffirme son engagement d'accompagner le processus de paix et l'aide humanitaire dans l'Est de la RDC. Le parlementaire Louis Arnaud l'a dit à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Aziza Mounana. Un reportage d'Edith Chala. Séduit par l'engagement humanitaire de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, le parlementaire européen Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales, est venu s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Par lui, les parlementaires européens réaffirment l'engagement de l'Union européenne dans le processus de paix et de l'aide humanitaire aux victimes de cette guerre d'agression. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu. J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu. Tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda et tout le monde sait que l'agressé c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda et pour venir en aide financièrement au peuple congolais. Très attentive, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a dit toute sa détermination à apporter des pistes de solutions humanitaires à plusieurs déplacés internes et à plus de 70 000 réfugiés congolais au Burundi. Je l'ai dit en titre, le ministre de la Santé a réceptionné du matériel roulant de l'OMS composé des canaux rapides, des motos et véhicules. L'objectif est de lutter contre les maladies évitables par la vaccination dans les zones les plus reculées du pays. Un reportage de Robert Ndeye-Chisense et Jires Kilani. Il faut un système de santé robuste et bien équipé afin de répondre aux besoins croissants en matière de vaccination en République démocratique du Congo. Ce mardi 11 mars 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a réceptionné 15 motos, 79 pirogues, 10 hors-bord, 15 pick-up et 2 canaux rapides. Un important lot de matériel roulant fourni par l'Organisation mondiale de la santé pour améliorer la couverture vaccinale des enfants dans les zones reculées de la RDC. Ces équipements évalués à 255 millions de dollars américains. Satisfaction du représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons beaucoup d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Ceci nous permettra donc de relever la couverture vaccinale et de faire en sorte que nos enfants soient protégés par les maladies évitables par la vaccination. Lors de la 4e édition du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite, les difficultés d'accès à certaines zones ont été identifiées. Le ministre Samuel Roger Kamba se félicite de cette dotation. Ce don que nous avons pu négocier avec l'OMS et puis avec Gavi nous permettra d'accéder à un plus grand nombre d'enfants dans nos milieux reculés et à remonter le taux de vaccination pour la routine de nos enfants. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on renforce le système de santé, on renforce le ministère de la Santé, parce que la distribution se fait dans ce cadre-là, dans le cadre de la division provinciale de la santé. La réception de ces matériels roulants marque une étape significative dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Après l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi, plus de 300 jeunes de la province du Kasaï ont pris l'engagement de rejoindre les rangs des forces loyalistes pour la sauvegarde et la défense de l'intégrité territoriale. Ces nouvelles recrues ont été transférées d'Ilebo à Chikapa, toujours dans la province du Kasaï, nous dit Berthe Mukonkole. Ilebo est prêt à défendre jusqu'au sacrifice suprême la patrie agressée par le Rwanda avec l'occupation de certains de ses territoires dans la partie est. Très ancien, la recommandation du chef de l'État appelant à une mobilisation générale, le député national Fortuna Ndambo est en première ligne de la défense de la patrie. Dans sa tournée de la sensibilisation, il a appelé les jeunes de son territoire à une vigilance tous azimuts et à s'enrôler massivement dans l'armée. Plusieurs jeunes ont répondu favorablement à cet appel. Dans sa gibecière, Fortuna Ndambo Mafos a apporté son soutien financier et logistique aux recrues des FRDC en territoire d'Ilebo.
Roger Nyami Pero, président fédéral de l'IDPS Kasaï 2, a accompagné ces jeunes recrues d'Ilebo à Chikapa. Celui qui a facilité les transports, c'est l'honorable Fortinand Dambo Mafos, que nous disons vraiment merci. C'est le deuxième tour. Il a assuré leur transport ainsi que leur manger pour répondre à l'appel du chef de l'État. Parce que nous sommes agressés par les Rwandais. Fortinand Dambo appelle la population du Kasaï à s'arranger derrière la vision du chef de l'État et à soutenir les FARDC et les compatriotes Ouazalendo afin de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale. Notons que la première vague de plus de 500 jeunes recrues de l'armée a quitté la ville de Chikapa pour le centre de formation militaire. Leur départ a été supervisé par le gouverneur de province qui a salué leur engagement et les a encouragés dans leur choix de servir la nation sous les drapeaux. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, on en parle encore. Les femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda et ont organisé une marche de soutien au FARDC en collaboration avec la communauté chrétienne congolaise de l'Ouganda. Une occasion aussi pour elles d'exprimer leur solidarité envers les femmes victimes des violences sexuelles. Oscar Mbalkaïcha. À cette occasion du 8 mars, les femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda, chapeautées par son président William Bugeme Kafindo, en collaboration avec la communauté chrétienne congolaise en Ouganda et d'autres organisations qui encadrent les réfugiés, ont organisé une marche pacifique dans les rues de Kampala. Objectif, réitérer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au front pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi pour le soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour tous ses efforts visant à retrouver une paix durable. Ces milliers de femmes venues de tous les coins du pays de Yoweri Museveni ont à travers cette activité voulu lancer un message de réconfort envers leurs pères qui subissent les violences sexuelles dans l'Est de la RDC. En vraie chrétienne, ces femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda ont aussi organisé une grande croisade de prière pour la nation, au cours de laquelle elles ont remis toutes les institutions de la République entre les mains de Dieu, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Présent à cette manifestation, William Bugeme Kafindo, président de la diaspora congolaise de l'Ouganda, s'est dit satisfait de cette initiative et a promis de multiplier les événements pacifiques afin que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue partout dans le monde. Journée internationale de la femme, des conférences sont organisées pour le retour d'une paix durable et la sensibilisation autour de ces thèmes. Le ministre du Genre, Famille et Enfants poursuit sa campagne de sensibilisation Mois-ci congolaise dans le cadre plutôt des activités du mois de la femme. Hérodis Kitutu. Soutenir le projet Mois-ci congolaise, c'est soutenir la femme victime de l'agression rwandaise à l'est du pays et aussi contribuer à l'effort des guerres. La firme Objectif Groupe Sarlu, en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, poursuit sa campagne sans désemparer. Aujourd'hui, se procurer le wax officiel du mois de la femme, c'est concrètement investir dans l'histoire. Alors nous vous invitons, soyez là, nombreux. Nous continuons avec cette campagne jusqu'au 31 mars. Offrons ce que nous pouvons, que chacun de nous joue sa partition et nous verrons combien nous allons aider notre frère. Ils ont besoin de nous. Ils ont vraiment besoin de nous. Les familles des FARDC, les familles des Ouazalendo, à l'est du pays, ils ont besoin de vous et nous. Il est temps pour nous d'agir. L'heure des paroles, des mots, des promesses est vraiment révolue. À présent, il faut agir. Le commun mortel se dit que toutes les minutes, pendant le mois de mars, la femme et l'homme genré ne font que parler. Des conférences, des paroles, des promesses, il y en a énormément. Mais maintenant, cette heure est révolue. Il est temps pour nous d'agir. Agissons pour nos frères, agissons pour le Congo, agissons pour la nation. Vous ne vous êtes pas encore procuré le pain officiel du mois de la femme. Allez vite au ministère du Genre, Famille et Enfants et vous trouverez ce pain à 15 $ américains. Les portes du ministère du Genre, Famille et Enfants restent ouvertes jusqu'au fin mars pour la vente du pain 8 mars 2025.
À l'issue du colloque sur la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement en guise de la riposte scientifique à la guerre d'agression rwandaise. Un reportage d'Alain Bikaï. 3 jours ont suffi pour que ces éminents scientifiques congolais participant à ces colloques réfléchissent et proposent des solutions concrètes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Des précieuses recommandations issues de ces travaux organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ont été saluées par la chef du gouvernement venue clôturer ces colloques. Prenant la parole, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire a salué la qualité des réflexions développées pendant ces assises scientifiques de haut niveau de notre pays. Pour la professeure Marie-Thérèse Sombo, ces travaux doivent se poursuivre au niveau de chaque établissement universitaire et lui faire parvenir les recommandations qui en découleront. L'organisation de ce colloque a été une excellente réussite car il a permis non seulement de cerner les contours et les vrais défis de la question de la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, mais surtout de comprendre comment de ces défis peuvent naître des solutions et les bons remèdes à cette situation de crise que traverse momentanément la République démocratique du Congo. Les différentes interventions ont démontré l'importance de la science dans la résolution de cette guerre d'agression rwandaise. Pour lier la parole à l'acte, une enveloppe de 532 millions de francs congolais a été remise à la chef du gouvernement comme contribution des établissements universitaires à l'effort de guerre. Et puis clôture de la première session de la commission paritaire de l'année 2025 dans un contexte de guerre particulier. Les participants ont salué la suppression des droits d'accès sur l'eau de boisson et le relèvement des taux de droit sur l'alcool et les produits du tabac. Un reportage de Ricky Nzouzi et Fiston Ouavingana. La situation des guerres à l'est du pays touche d'une manière ou d'une autre le bon fonctionnement des affaires en RDC. L'organe technique du gouvernement, qui est la commission tarifaire, s'est réuni pendant 5 jours pour statuer sur les allègements et autres tarifications douanières. La session de mars 2025, ainsi clôturée, s'est chargée de la correction des anomalies d'ordre technique dans le texte tarifaire en vigueur et dans la loi des finances 2025. Sans se passer de l'examen des requêtes des opérateurs économiques dans la production de l'eau et l'industrie plastique. La suppression des droits d'accès sur l'eau de boisson a été saluée autant que le relèvement des taux de droit sur les alcools et les produits du tabac, tous deux très nocifs à la santé. Il en est de même des mesures telles que le non-cumul des avantages fiscaux. La douane reste à l'écoute des opérateurs concernés et est prêt à offrir son accompagnement dans le cadre du partenariat avec le secteur privé tel qu'il est recommandé par l'Organisation mondiale des douanes. Les anomalies à corriger, c'est notamment la désignation, la codification et la qualification des marchandises. Le non-cumul des avantages fiscaux et douaniers repris dans la loi des finances 2025, question de rationaliser les dépenses fiscales avec comme conséquence positive l'optimisation des recettes douanières. Il est du devoir du gouvernement d'améliorer le climat des affaires, de promouvoir le secteur productif national et d'accompagner les opérateurs économiques du pays dans l'environnement économique international extrêmement concurrentiel dans la perspective de l'ouverture de marchés économiques tant sur le plan régional que continental. Certaines requêtes des opérateurs économiques ont été approuvées et d'autres reportées pour un examen minutieux. Promouvoir l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain, un des objectifs de l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques. Pour cette énième phase, les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo dans la province de Kasaï sont déjà en cours d'exécution, nous dit Diane Balaka et Joël Makela. Au-delà des défis majeurs rencontrés dans l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques, ANSER, poursuit avec l'élargissement
de l'accès pour tous aux services de base en milieu ruraux et périurbain. Anser a déjà finalisé quelques projets en partenariat avec le gouvernement congolais. C'est notamment le cas des constructions hydroélectriques à Njil-Brasserie, à Kinshasa et à Kamonia dans la province du Kasaï, pour ne citer que cela. Au cours du point de presse, co-animé par son directeur général Cyprien Moussimar et son adjoint Damien Touambilangana, ces derniers pensent que l'épineuse question sur le manque de l'électricité pourrait être résolue dans quelques zones prises en charge par ce projet. Pour l'instant, le seul bailleur de fonds, c'est l'État congolais. Nous sommes un établissement public. La SNEL est une entreprise commerciale qui vise les bénéfices, qui vise les lucres. Nous, non. Nous avons les moyens financiers pour pouvoir exécuter les travaux. Nous le faisons. Nous l'avions fait ici, dans la banlieue de Kinshasa, à Njilo-Basseri. Nous l'avions fait à Mbatakiela. Donc, nous collaborons avec la SNEL. Nous finançons les travaux. Le travail financier reste une propriété de l'État congolais, reste une propriété de l'ANSER et que la SNEL exploite après qu'elle ait bénéficié du financement pour exécuter les travaux. Déjà, Anser s'est engagé dans les projets de grandes envergures en recourant au partenariat public-privé. À titre d'exemple, la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo dans le Kasaï central. Les membres du comité de pilotage du projet PRISE ont procédé à l'adoption et à la validation du budget annuel 2025, un programme du gouvernement congolais financé par la BAD qui prend en charge les zones centres du pays. Suivez ce reportage sur les images de José Dimonekine. C'est une réunion essentielle qui a conduit à la validation du programme d'activité et de budget annuel 2025 du projet PRISE qui s'est tenu entre les membres du comité de pilotage. Cet exercice est d'une importance capitale dans la mesure où il définit le plan de travail et le budget assorti du plan de passation des marchés publics en vue de la matérialisation effective des infrastructures socio-économiques dans la zone ciblée. Nous sommes là pour y veiller à ce que les trois composantes du développement durable puissent se manifester au niveau de la base, c'est-à-dire les aspects économiques, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations, les aspects écologiques. Le projet peut amener à réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, à conserver la biodiversité, tout ça c'est l'écologie, et aussi l'aspect social. Réunissant en son sein 20 ministères, PRISE est un projet du gouvernement de la République soutenu par la Banque africaine de développement et dont l'action concerne les zones centres du pays avec à son actif plusieurs ouvrages qui sortent de terre dans la première phase avant d'entamer la deuxième phase. C'est une des premières fois que nous avons des ouvrages qui sortent de terre comme vous le constatez d'abord dans le Grand Kasaï dans sa première phase. Et maintenant dans sa seconde phase dans le Grand Bandundu, c'est-à-dire Kouilou-Kongoma-Indombe, et la province de Maniema et la province de Olomami. Donc c'est tout à fait normal que le membre du comité de pilotage pose des questions et ait des éclaircissements là-dessus. Un échange qui a permis que toutes les questions posées trouvent des réponses précises et convaincantes autour du projet en cours d'exécution et ceux qui attendent d'être lancés. La promotion des investissements dans le tourisme, une assertion qui prend corps à travers ce partenariat stratégique qui est signé entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, et l'Office national du tourisme, Yvette Makoutima, Cédric Kenina. Un partenariat stratégique pour le développement du tourisme en RDC. L'Office national du tourisme, ONT, et l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, viennent de signer un protocole d'accord de collaboration visant à promouvoir l'investissement dans le secteur touristique en RDC. Cet accord marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux institutions, avec pour objectif de créer un environnement propice à l'essor du tourisme en République démocratique du Congo. Ensemble, l'ONT et l'ANAPI sont appelés à travailler main dans la main pour attirer plus d'investissements durables et stimuler la croissance économique du pays. La cérémonie a débuté par des allocutions simples. Tout d'abord, la directrice générale de l'ONT, Yombo Mukendi Joly, qui a souligné l'importance de ces partenariats stratégiques pour le développement du secteur touristique. Elle a exprimé sa vision d'un tourisme florissant, soutenu par des investissements solides et une collaboration étroite
entre les institutions du pays. Rachel Punguluamba, directrice générale de l'ANAPI, a quant à elle partagé les attentes et les objectifs de cette collaboration. Elle a mis en avant-plan les opportunités offertes par ces partenariats pour renforcer l'attractivité de la RDC en tant que destination touristique de choix. La matérialisation de la signature du protocole d'accord entre les deux institutions est donc un signal fort, un message clair que l'ANAPI et l'ONT lancent, feutré d'une détermination dans la promotion des opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Le Fonds de promotion de l'industrie a remis un chèque de 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie, Louis Watoum, une enveloppe en titre de symbole de contribution volontaire du personnel de cet établissement public à l'effort de guerre. Alain Bikaï nous en dit plus. Lancé le 13 février dernier par le directeur général de cet établissement public, l'opération des contributions volontaires à l'effort de guerre du personnel du FPI a produit les résultats escomptés. 5 millions de dollars américains, c'est la moisson récoltée par les FPI pendant cette campagne pour soutenir les vaillants combattants des FARDC et les populations des zones occupées, victimes des exactions de l'agresseur. C'est dans ces cadres que la délégation du FPI, conduite par son directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, a remis un chèque de ces fonds au ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, qui a apprécié ces gestes de cœur, de patriotisme posés par les cadres des agents du FPI. Une action qui s'inscrit dans la dynamique de la riposte rigoureuse initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contre l'invasion rwandaise. Vous savez que nous sommes agressés à l'est de la République. Les troupes rwandaises sont entrées en République démocratique du Congo. Il fallait alors venir en aide à la population qui éprouve beaucoup de difficultés en alimentation, en eau, etc. Et c'est ainsi que le ministre de l'Industrie nous a lancé un appel de participer à cette contribution. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous lui avons remis un chèque de 5 millions de dollars. Ça, c'est l'institution FPI. Mais il y a eu également des activités volontaires de contribution des agents qui s'élèvent à 5 000 dollars. Le patriotisme oblige, Bertin Moudimou Tshisekedi a joué sa partition et reste fermement convaincu que la victoire reste dans les camps de la République démocratique du Congo. Les nouveaux membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation sont connus depuis le samedi dernier. Parmi eux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Son parti Action pour la rupture et le développement remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, autorité morale de cette plateforme politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Nous, Action pour la rupture et le développement ARDEV en sigle, parti politique, membre et signataire de la charte de l'Union sacrée de la Nation, avons appris avec satisfaction la nouvelle mise en place du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique que vous dirigez. Nous tenons à vous remercier pour ce choix judicieux porté sur la personne de Jacques Kiabula Katwe, président national de notre cher parti politique comme membre effectif et permanent du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République et haute autorité de l'Union sacrée, cette élévation qui intervient dans un contexte où notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une guerre d'agression de la part du Rwanda et de ses marionnettes AFC M23, est une marque de confiance et de considération non seulement à l'endroit de notre leader politique, mais aussi à toute la population du Haut-Katanga. Par cet acte, nous continuons à vous rassurer de notre soutien sans faille, de notre engagement ainsi que de notre loyauté durant votre mandat. Cette réforme témoigne votre volonté politique de redynamiser et d'élargir la vision et l'organe décisionnel de l'Union sacrée de la Nation pour contribuer à relever le défi
sécuritaire et de développement afin de répondre aux aspirations du peuple congolais tout entier. Que vive l'union sacrée de la nation, que vive la RDV Fédération Okatanga. Voilà, je l'ai dit tantôt, la gouvernance sécuritaire à la base, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, y tient ce mardi. Jacques Chabani a procédé au lancement de la vulgarisation des textes légaux sur la création, organisation et fonctionnement des conflits provinciaux, locaux et de sécurité. Fifi Mukundi et Bobo Amani pour ce reportage. Après Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Maître Jacques Chabani, a officiellement lancé ce 11 mars 2025 à Matadi, dans la province du Congo central, la vulgarisation des textes légaux qui régissent les comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des arrêtés ministériels du 4 novembre 2024 qui précisent les mesures d'application du décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 instituant ces comités. Maître Jacques Chabani a officiellement remis ces textes réglementaires aux autorités compétentes de la province ainsi qu'aux membres de la société civile, notamment les gouverneurs de la province du Congo central, les responsables de la police et de l'armée. Ces textes présentés définissent avec précision la composition et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité ainsi que les responsabilités des membres permanents qui les composent. Leur objectif est de permettre une analyse approfondie de menaces sécuritaires dans chaque commune et entité administrative afin d'adopter des solutions adaptées et efficaces. À travers cette démarche, le gouvernement de la République entend renforcer l'application des autorités locales de base dans la prévention et la gestion des défis sécuritaires, selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani. Cette approche vise à garantir une meilleure coordination des actions de sécurité et une réponse efficace aux menaces pesant sur la population. En définitive, ces initiatives traduisent la volonté du gouvernement central de doter les pays d'un système de sécurité de proximité fondé sur les connaissances du terrain, la prévention et l'anticipation des menaces afin d'assurer la protection des citoyens et la stabilité du pays. Voilà, et puis ce communiqué avant de boucler complètement ce journal, Kasereka Kabido et son mouvement FPP/AP/FCR ont choisi de se rallier au Rwanda et ses pantins du M23 AFC, une attitude qui n'étonne personne et confirme la position du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle certains mouvements armés sont au service de Paul Kagame et ses intérêts. Ce groupe, comme celui de Kasereka Kabido, ont été créés pour défendre la cause de Paul Kagame, mais né des salles des zones en RDC, s'aimer la terreur et la désolation dans la paisible population congolaise, infiltrer, noyauter et manipuler les vrais volontaires pour la défense de la patrie en vue de les détourner de leur lutte et de leurs objectifs. Espionner les forces de défense et de sécurité, faire le lit de l'armée rwandaise et surtout exploiter illicitement les minerais pour alimenter les raffineries d'or et de coltan implantées à Kigali. Comme certains autres Congolais, Kasereka Kabido a ainsi mordu au poison rwandais et trahi son peuple, croyant entraîner d'autres Wazalendo dans sa traîtrise. Les vrais et véritables volontaires pour la défense de la patrie, comme l'UPLC de Miami et les autres, s'opposent à son aventure et soulignent qu'ils ont pris les armées rien que pour combattre l'agresseur. Et cet agresseur a un nom, c'est Paul Kagame et son armée. Tous, et même les membres de son propre mouvement, se désolidarisent déjà de lui et lui tournent le dos. Toutefois, ce n'est pas la traîtrise de Kasereka Kabido qui va résister à la volonté et à la détermination des Congolais à se défendre et à mettre un terme à l'agression rwandaise. C'est un communiqué signé Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, général-major. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de continuer à nous suivre en direct sur votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette via le site officiel de la RTNC, www.cd, et vivre l'information en temps réel.